So I am different. It's what I discovered very early on when I was 9 years old and started getting into programming and computers, and everything was so much fun. But it meant that I discovered that apparently by then you could not be a girl and like computers at the same time. You quickly lost all your friends. So I became very, very lonely. And when you're lonely, you spend more time with your computer. So that's what I did. And I made my first website in about year 2000 when PHP 4 just came out. How many here did PHP 4 before? Cool, quite a lot of you, about a third. So you know how much pain that was? How awful and horrible of a language that was? But the fun thing with PHP 4 is that we all could do it. I could do it when I was 11 years old. That's something unique with PHP. So with my first website, I made what a lot of us did. I made a guest book. And, well, I didn't have any friends, so all the posts I got on the guest book was Viagra ads. Yeah, so that wasn't very much fun, and shortly after it got hacked. And as someone 11 years old, having a website that got hacked, I had absolutely no clue where to go or what to do. So what did I do? I went on IRC, Freenode, PHP channel. I couldn't think of a nickname, so I chose my name, which is Michelle, and asked my question. Boom, kicked for pretending to be a girl to get help faster. Okay, so that didn't work. Then I joined other communities, got to hear boobs or get to fuck off. At 11, you don't even have boobs, so I didn't know what to do. And those people who made those jokes, one joke, it's kind of okay, but hearing that you belong in the kitchen over and 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 over again becomes kind of repetitive, boring, depressive. So I hated it. And that's one of the reasons I think it's so important that we have what we have today, to not repeat all those horrible, stupid mistakes that we had back then, that we have a code of conduct now, that we have something where that behavior is not okay. So when that happens today, it's so much easier for me to stay rather than go away and come back and pretend that I'm someone that I'm not. So that's what I wanted to say, that today we got so much further, and it's all thanks to you. Because, well, I had mentors in the PHP community and people that helped bring me back and look at my code and say that I matter. And it's really, really cool. So, how many people here contributed to open source? Stand up. Stand up. Thank you. Applaud yourself. So, back then at a keynote, I felt very lonely when I was sitting there, everyone feeling really proud. I'm so happy that you contributed to open source. But imagine being the only one in the room, already feeling different, feeling pressured to contribute. It wasn't very nice. And I feel we have to be mindful and careful by the way we try to pressure things like this. Because the pressure might mean you scare people away rather than introduce them to come in. So I had a really hard time growing up. I couldn't share much of it with you now. And the community nearly scared me away. But it's also you.
people here that helped me stay. So we have a really long way to go, even though we have gone really far already. And the fact that I'm here talking to all of you, and I'm not the only girl in the room, is really awesome. So let's keep growing, and let's leave the past behind. I'm gonna need your help. And the only way towards a diverse community is going forward together. So thank you. Bonsoir. Je suis Richard, je suis développeur à Elao, encore Elao. Alors à Elao, on a des side projects, des projets à côté, notamment le podcast Echo. Je vous invite à y aller, c'est sur Twitter, podcast Echo. On a d'autres projets à côté où on s'amuse avec mes collègues. Un des projets, je vais vous le présenter. Prenons un back-office. Alors là, c'est un back-office propulsé par Symfony. C'est pas facile de passer après Michel, en fait. Donc voilà, c'est un back-office où il y a plein de fonctionnalités, des millions de lignes en base de données. Parfois, c'est compliqué d'accéder à une ressource. Il faut cliquer 60 000 fois pour y accéder. On s'est dit, comment faire pour avoir un truc simple où on tape au clavier, hop, on obtient un résultat. Un peu comme sur Google, par exemple, avec des suggestions de résultats. Nous, ça serait un peu moins sympa, ça serait quelque chose comme ça, modifier document, quelque chose. Alors l'idée, est-ce que c'est un chatbot est-ce qu'on ferait un chatbot avec plein de ifs de partout? Alors, c'est une application Symfony, donc on va voir comment on pourrait exploiter le routing, puisque c'est le point d'entrée de nos fonctionnalités, on va dire. Alors là, c'est du Symfony, mais ça peut être transposable sur d'autres outils, vous allez voir, il n'y a rien de spécial. Donc dans Symfony, comment on peut obtenir toutes les routes de l'application? Hop, ça donne ça. Et avec ces routes-là, l'idée c'est que on génère les URL et qu'on propose ça à l'utilisateur. Alors l'idée aussi c'est qu'on prenne aussi le nom de la route et qu'on la propose d'une manière humanisée à l'utilisateur. Donc par exemple ici, admin user list, on le transforme en user list. Alors la solution simple serait d'enlever le préfixe admin, d'enlever les underscores, etc. Alors nous on va utiliser autre chose qu'on a dans Symfony, c'est le composant translation. Donc on va essayer de traduire, on va le faire. On va traduire les noms de routes. En fait, chaque nom de route, on va le poser dans un fichier de traduction. On va faire un petit service qui fait la glue, on va dire, on passe un nom de route et on le transforme en URL. Démo. Donc ça donne ça, hop. Je cherche utilisateur, hop, ça me propose toutes les fonctionnalités où il y a utilisateur quelque chose. Voilà, donc je peux accéder à la liste des utilisateurs. Alors c'est bien sympa, mais là c'est des routes sans paramètres en fait. Donc comment on pourrait faire pour accéder à des routes avec des paramètres? Il nous faudrait une multipass. Et exemple ici, on veut modifier un utilisateur. Donc en fait on a donc là c'est la configuration d'une route dans Symfony. On a un paramètre user. Alors l'idée c'est de proposer ça à l'utilisateur. Dès lors qu'il tape user update ou utilisateur modifié, hop, on fait une deuxième requête qui va aller chercher tous les utilisateurs et les proposer à la personne qui essaie d'accéder au contenu. Alors on est en fin de journée, c'est pas évident, je vais afficher du code mais je vais passer rapidement, c'est pas important. L'idée c'est que grosso modo dans ce code-là, à partir d'une route, on peut accéder au contrôleur, on peut accéder aux paramètres et on peut savoir de quoi il s'agit. Grosso modo, ça donne ça. En fait, donc on a la request et on a le paramètre user et le type c'est une entité, enfin c'est une classe user et ça tombe bien, c'est une entité doctrine. Je vais passer vite, il me reste 1 minute. Donc grosso modo, je vais
L'idée, c'est ce qu'on a fait avec les collègues, c'est qu'on a fait un espèce de résolveur générique pour tout ce qui est entité doctrine. Je passe rapidement dans le code. Donc, grosso modo, on va récupérer tous les users dans notre cas et les envoyer via une espèce d'API à notre champ de recherche en autocomplétion. Et en démo, ça donne ça. Donc, dès que je fais utilisateur modifié, hop, il y a une deuxième requête qui récupère tous les utilisateurs. C'est assez rapide. Et hop, j'accède à mon contenu. Voilà. Et ça peut être transposé sur l'ensemble de l'application de manière générique. Bon, bien sûr, du coup, il n'y a aucun filtre. On fait que du find all sur la base de données. Voilà. C'est pas super optime, mais c'est vraiment du expérimental. J'ai presque fini. L'idée avec cet outil, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? C'est d'utiliser non plus le clavier, mais la voix, en fait. On pourrait utiliser le Web Speech API avec la reconnaissance vocale dans le navigateur et commander directement notre application comme ça. Voilà, merci, salut. Moi, je ne vais pas vous parler de boulot, je vais vous parler de vacances. Est-ce que vous connaissez la randonnée à vélo, aussi appelée cyclotourisme? Je vais essayer de vous convaincre en 5 minutes de l'envisager pour vos prochaines vacances. Au mois de juillet cette année, je suis parti avec un pote parisien de la place de Notre-Dame en vélo et il y a une piste cyclable qui va à la mer au Mont-Saint-Michel. Pas tout à fait en ligne droite. Et donc, comment ça se passe, la rando vélo? Alors, c'est très simple. Vous montez sur votre vélo et puis vous roulez. OK ? Alors, ce que je précise, c'est que notre but, c'était pas d'aller passer les vacances au Mont-Saint-Michel, c'était le voyage constitue les vacances. D'accord ? Donc, vous prenez votre vélo, vous roulez, vous faites des petites pauses à midi pour manger. Là, on est en train de dormir dans les jardins de Versailles. Et puis, quand on s'est bien reposé, on repart, on continue de rouler toute l'après-midi et on cherche un camping pour le soir. Vous pouvez aussi passer sur du gîte si vous avez un peu plus de budget et que vous voulez plus de confort. Une petite douche bien méritée. Et voilà, globalement, vous dormez et vous recommencez le lendemain et vous continuez à enchaîner les kilomètres. Vous pouvez compter faire entre 50 et 80-90 km par jour, sans problème, même si vous n'avez pas l'habitude de faire du vélo, suivant si ça monte ou pas trop. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous passez votre journée de 8h à 18h à pédaler, même tranquillement, même à votre rythme, vous allez enchaîner les kilomètres. On m'a souvent demandé si c'était l'aventure. La première fois que je suis parti, c'était pour aller à la mer Méditerranée en partant de Lyon. Et on s'est dit, waouh, on est trop des rockstars et tout, on est Bear Grylls, c'est la folie, on va vivre avec des couteaux et tout. En fait, pas du tout. Vous avez des points d'eau tout le long, des sanitaires qui sont propres, qui sont gratuits souvent. Vous avez un tracé qui est très bien indiqué. Donc, on a la chance en France, il y a le site France Cyclotourisme qui résume tous les itinéraires cyclables en France qui sont dédiés au vélo et qui vous fournit aussi les tracés GPS. Donc on n'est jamais perdu. Le seul prérequis, je dirais, c'est peut-être de savoir changer une roue de vélo. Donc ça, c'est moi à 2h de Paris, donc à 11h, on était parti à 9h, j'étais en train de changer ma première roue et de mettre une rustine. Mais voilà. À part ça, c'est pas l'aventure. Si vous avez un problème, si vous êtes perdu ou si vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes arrivé au bout, vous pouvez compter sur le réseau ferroviaire français pour rentrer au Bercail. Moi, généralement, ce que je fais, c'est qu'on y va en une semaine, on pose qu'une semaine et on revient en 3 heures, ce qu'on a fait en 5 jours, en utilisant un TER. Donc voilà, TER ou certains TGV acceptent le vélo, ça marche très bien. C'est quelque chose que je recommande vraiment à tous. On me demande souvent si c'est pour les sportifs, les fans du vélo, etc. À partir du moment où vous pouvez utiliser un vélo, vous pouvez faire du cyclotourisme. Moi, c'est mes parents qui m'ont contaminé, donc big up à ma maman là, qui est en train de traverser la France de long en large avec mon père depuis qu'ils sont à la retraite. Donc j'encourage tout le monde à se lancer.
Petit point matos, vous avez besoin d'un vélo. Si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez en louer. Là, à Paris, sur les bords du canal Saint-Martin, c'en est blindé et c'est environ 70 € à la semaine. Donc 70 € pour avoir un vélo dans la semaine. Et après, je conseille des sacoches, un cycliste ou une selle rembourrée. Et c'est à peu près tout. Après, très bien. Le cyclotourisme, c'est de belles rencontres. Nous, on a rencontré notamment par exemple un Belge qui tient un camping en Camargue, enfin voilà, des rencontres improbables. Ça permet de traverser le paysage français et ses monuments d'une manière différente, d'appréhender les distances et ce que c'est que le monde, notre pays, etc., d'une autre manière que quand on prend sa voiture et qu'on arrive au bout de plein d'heures d'autoroute à destination et que le monde a changé autour de nous. Moi, généralement, je fais 450-500 km par semaine. Si c'est votre première fois, vous pouvez facilement tabler sur 300 km à la semaine. Ça se fait largement, vous verrez. L'important, c'est de vous écouter. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps pédaler. Quand vous avez marre, vous vous arrêtez. Si vous voulez faire 2 jours de pause parce que le lac qui est là, il est trop bien et qu'il fait beau, puis qu'en fait, on s'en fout. L'idée, c'est que vous êtes en vélo, tout va bien. Voilà. Merci. Bonjour, alors moi je vais vous parler des cookies, alors pas ceux en photo, je les ai déjà mangés ceux-là. Je vais vous parler des cookies qu'on trouve dans le navigateur et comment les sécuriser. Donc les petites bases, pour setter un cookie en PHP c'est 7 cookies avec plein de paramètres. Côté navigateur, ce petit code qui est en dessous, ouais, je sais c'est du JavaScript, ça pique, ça fait un peu mal mais voilà. Donc document.cookie, ça permet de lire le contenu du cookie. Donc à partir de là, on injecte un petit script qui va lire le cookie, qui va l'envoyer sur notre serveur qu'on contrôle, et on a une XSS, c'est génial. Pour s'en prémunir, premier point, on va pouvoir donc passer le dernier flag de cette cookie à true. Alors par défaut, il vaut false, donc vous le passez à true. Du coup, le cookie n'est plus disponible côté JavaScript au niveau du navigateur. Donc déjà, il est plus lisible, c'est un premier point. Si vous êtes en HTTPS, vous allez pouvoir gérer aussi ce côté-là. Alors là, c'est un petit peu plus tricky. L'option Secure, donc en passant à True, va faire que votre cookie ne sera pas envoyé par le navigateur à votre serveur si vous n'êtes pas en HTTPS. Par contre, du serveur vers le navigateur, il n'y a rien. C'est à vous de gérer le cas. Donc ça vous permet d'éviter les attaques man in the middle. Des choses un petit peu moins connues, ça va être les préfixes. Donc double underscore secure tiré, c'est un peu chiant à faire. Attention à la casse, c'est très important. Il y a un support dans quasiment tous les navigateurs. Ça va vous permettre d'avoir un contrôle au niveau navigateur. C'est-à-dire que si votre configuration est mauvaise, le navigateur va vous refuser le cookie, ce qui est plutôt pas mal. Donc si vous êtes sûr que votre cookie doit toujours être envoyé sur du secure, en fait, avec le préfixe, si vous avez oublié le flag secure à true, le navigateur va bloquer votre cookie. C'est plutôt sympa. Un autre préfixe sympa aussi, ça va être host. Donc pareil, il faut que le secure soit à true et également que le domaine soit vide. Du coup, votre cookie n'est accessible que sur votre domaine courant. Enfin, une dernière option qui est assez récente, c'est le SemSit, qui va vous permettre d'éviter les attaques de mitiger les attaques CSRF. Ça indique au navigateur de ne pas envoyer le cookie si la requête d'origine ne provient pas de votre site. Par exemple, sur mon blog, je mets un lien vers GitHub. Quand vous cliquez dessus, vous avez l'habitude d'arriver sur GitHub et en général directement loguer. Avec SemSit, si SemSit est mis au niveau du cookie GitHub, quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez arriver sur GitHub, là-dessus pas de problème, sauf que vous ne serez plus logué. Le cookie Remember Me ne sera pas envoyé. Alors vous allez me dire, ouais, c'est pas user-friendly, c'est pas cool. Sauf que si on retire GitHub par votre banque, peut-être que ça va être déjà plus intéressant. Il y a 2 options pour SemSit. Ça va être soit strict, donc le cookie sera jamais envoyé, ou lax. Du coup, votre cookie sera envoyé dans le cas où votre requête HTTP ou HTTPS est de type GET. Alors, l'écriture de SemSit, c'est un peu plus galère parce qu'il n'y a pas de support en PHP. Du coup, il va falloir passer par la fonction header de PHP et setter le cookie comme ça, ou passer en PHP 7.3
qui ajoute ce support avec une nouvelle option. Vous voyez qu'en fait, tous les paramètres ou les flags à la fin sont regroupés dans un tableau. C'est la nouvelle écriture. Voilà, merci. Je sais pas si on... Oui, c'est bon. Je voudrais vous parler de troll. Ah, pas le troll de la Reine des Neiges, hein, soit d'accord. Non, le pénible, le gros lourd, celui qui se complaît dans la provocation et s'amuse de la polémique. Le briseur de parties génitales à la recherche du Graal, le point Godwin. Il faut dire que la bête est traquée. C'est l'ère de la bienveillance, du CHO, du Chief Happiness Officer. Il faut être heureux, positif, plein de bonnes intentions. Dans l'équipe, on est tous des potes, on se fait des câlins. Ouais, non, ça c'est bizarre. En tout cas, on évite de se laisser aller au troll. Du coup, ça se ferait pas un peu chier? À bien y regarder, dans le troll, il y a toujours une part de vérité. Il a le mérite de mettre en lumière des problèmes, des dérives, des risques. Si vous faites de la gestion de risques, vous connaissez l'importance qu'il y a à les identifier pour les atténuer, les anticiper. Qui voudrait mettre un petit peu de piment dans sa prochaine réunion? Ah si, quand même, il y en a qui veulent mettre un peu de piment ou pas? Vous allez essayer ceci. Dans votre prochaine réunion de travail, dans votre brainstorming, vous allez désigner un troll. Son rôle, troller. Ne jamais être d'accord, quitte à user de mauvaise foi et de contre-vérité. En plus, il va pouvoir se lâcher, on ne peut pas lui en vouloir, c'est son rôle. Bon, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Idéalement, il faudrait pouvoir le faire avec conviction et aplomb. À la fin de la réunion, on va lui donner une petite note entre 0 et 10. 0, il n'a pas trollé. 10, on se demande si c'était du troll ou s'il le pensait vraiment. Point important, on évite les attaques personnelles, sexistes, discriminantes. Il ne faudrait pas en plus que ça se transforme en harcèlement moral, cette histoire. Pourquoi c'est important d'être convaincant? En fait, s'il n'est pas convaincant, le troll va ouvrir des portes avec ses contre-arguments, mais du coup on va lui dire « ouais, c'est bon, c'est du troll, ta gueule ». Par contre, s'il est convaincant, on va être obligé de contre-attaquer, d'argumenter, et finalement d'explorer la voie. Par exemple, je regarde Frédéric Hardy, il est où? Ah oui, il est là. Ça serait bien si on pouvait arrêter de faire des tests unitaires. C'était facile, celle-là. Non, mais on claque une énergie folle là-dedans, et en plus, dès qu'il y a un peu de rouge, on panique. Ta gueule. Tout à fait. Non, mais en plus, combien de fois ça nous a sauvé la mise, cette histoire? On veut une bonne couverture de code. Or, il a été prouvé dans de nombreuses études que 96% des assertions ne cassaient jamais pendant toute la durée de vie du projet, y compris pendant la phase de mise au point. Dernièrement, Fabien Potentier dans un tweet a dit « Si vous avez 100% de couverture de code, c'est qu'il y a quelque chose que vous faites mal. » Alors, troll ou pas? Ouais, bon, ok, je suis là pour parler de troll. Donc, a priori, c'est du troll. A priori. Vous avez entendu, j'ai dit 96% des assertions ne cassaient jamais. Bah oui, quand vous utilisez une statistique, même inventée, vous accroissez fortement la crédibilité d'un propos. En plus, j'ai cité un vrai tweet de Fabien Potentier. Oui, il a vraiment parlé de couverture de code dernièrement. Alors, où je voulais en venir avec ce troll? Peut-être contrebalancer une pratique courante qui consiste à considérer tous les projets comme étant de mauvaise qualité s'ils ne mettent pas en place de tests unitaires. Ce qui conduit certaines personnes à les mettre en œuvre de façon excessive.
En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui troll, avant l'ère de la bienveillance, on appelait ça du débat. Certes, il y avait des débats stériles, nocifs, contre-productifs, mais l'absence de débat est tout aussi nocive. Il faut laisser la place au troll, mais comme l'alcool, il ne faut pas trop en abuser. Peut-être que mon discours, là, ce soir, n'est en fait qu'un gros troll, ou pas. Sur ce, moi, je vous laisse à votre PHP. Moi, je vais faire du Python, c'est bien mieux pour le machine learning. Ciao les losers! Alors bonsoir à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous parler du nouveau film qui vient de sortir qui s'appelle le RGPD 153 jours après. Un bon vieux pastiche de 28 jours plus tard pour ceux qui l'ont vu. C'est produit par Norcis, mon employeur, et c'est un film de l'Union européenne auquel nous avons tous participé à l'écriture du scénario, puisque nous sommes tous des électeurs européens. Alors, je suis venu vous parler un peu de l'histoire de ce film. Qu'est-ce que raconte ce film? Ce film, il raconte l'histoire d'un chevalier, le chevalier du RGPD, qui a été intronisé le 25 mai 2018, donc il y a précisément 153 jours aujourd'hui, comme par hasard. On se demande bien pourquoi. À partir de ce moment, toutes les données personnelles de tous les citoyens de l'Union européenne, c'est l'émotion, ont eu un défenseur prêt à les défendre et à en découdre. Et en plus, il a été bien formaté parce qu'il a attendu pendant 2 ans dans les starting blocks, donc il est chaud patate. Et en plus, on lui a dit tu vas foutre le brin, mec, éclate-toi. Alors, qui a dit ça? Par exemple, le grand sage juriste de la quadrature du net, Arthur Messot, qui a dit le RGPD va tuer Facebook, Twitter et Google. Rien que ça, putain. Et c'est pas fini. Parce qu'on a eu monsieur Laurent Alexandre, le grand gourou de la secte de Doctissimo, qui a dit le règlement européen va achever, euthanasier, comme si ça ne suffisait pas à achever, il a rajouté euthanasier, l'intelligence artificielle européenne. Donc, genre on se tire une balle dans le pied comme des gros cons. Why not? Bon, bref, notre chevalier est chaud patate. Est-ce que tout ça, ça s'est réalisé? On va rentrer un peu dans le vif du sujet. L'histoire se poursuit avec qu'est-ce qui s'est passé juste après le 25 mai? Le 25 mai, les premières victimes n'ont pas été Google, Facebook et Twitter, quelle surprise, mais bien des personnes physiques, des utilisateurs de Twitter en l'occurrence, qui ont pipoté sur leur âge quand ils sont inscrits au service, et du coup Twitter, à cause du RGPD, a clôturé leur compte. Et ouais, surprise, vous vous réveillez le matin, vous ouvrez votre tweetbot et oh, il n'y a plus rien. Bizarre. Il y a aussi eu des vraies victimes virtuelles, à commencer par Clout qui is now kaput, comme dit Lithium, son propriétaire, enfin son ex-propriétaire, parce que maintenant il est propriétaire de plus rien du tout. Clout s'est fait juste harakiri le 25 mai. Bye bye. Alors Clout, pour ceux qui ne savaient pas ce que c'était, moi je ne savais pas non plus, mais en fait c'est un service assez connu de popularité sur Internet, quoi que ce terme veuille dire. De là à se dire qu'ils ont flippé parce qu'ils faisaient des choses pas cataloguées avec nos données. Bon, voilà. Alors, juste la prise de fonction, tout ça c'est juste le 25 mai, il a pris ses fonctions, notre chevalier, et voilà, il s'est passé tout ça. Et c'est pas fini. Chez les médias américains, il s'est passé des trucs assez bizarres. Voilà, ça c'est le site du NPR, et qui vous donne le choix. T'es citoyen de l'Union européenne, tu veux que je trace tes données, tu vas sur le site classique, sinon tu te fais de ça. Moi j'ai kiffé. Le truc que j'ai moins kiffé, c'est ça. C'est Razer, un producteur de matos, je vous fais réfléchir sur ce concept, un producteur de matos qui distribue des logiciels et des drivers, qui vous dit gentiment que vous avez tout intérêt à faire des mises à jour parce qu'ils sont mis en conformité avec le RGPD et du coup ils ont sorti des nouvelles versions de leur soft. Attends, tu es en train de me dire que tu développes des drivers et du soft et qu'en fait tu me pépons mes données? Ok, why not, Après, il y a des gens très intelligents aux États-Unis, comme le Chicago Tribune. Eux, ils ont dit on ne veut pas trop s'emmerder avec le RGPD, du coup, on va couper les ponts avec l'Europe, et tous ceux qui ont des IP européennes, on leur dit allez vous faire voir ailleurs, ici, vous n'avez rien à voir. Ils ont juste oublié un truc fondamental qui s'appelle le VPN, qui vous permet de dire que vous venez des États-Unis quand vous êtes chez vous, sous votre couette, bien en France. Du coup, ça sert à que dalle. Il y a aussi des médias plus intelligents aux États-Unis, qui, eux, ont carrément développé un site spécifique aux Européens qui suit les directives du RGPD. Comme celui-ci. Autre victime collatérale, le monde vidéoludique. Il y a des communautés de joueurs qui ont disparu du jour au lendemain.
Celle-là, elle avait 6 ans d'existence. Au bout de 6 ans, votre MMO, il est fait bye-bye. Instapaper a choisi une stratégie un peu différente. Lui, il a dit, je ne suis pas conforme, je vous interdis l'accès, mais je vais le faire que pendant le temps nécessaire pour me mettre en conformité. Bon, eux aussi, ils ont oublié le coup du VPN, et eux aussi, ils ont oublié les alternatives comme Wallabag, Cocorico. Il y a eu un autre effet, c'est qu'on a vu des pustules survenir sur la plupart de tous les sites web. Ils ont fait une espèce d'allergie au RGPD, il y a des boutons qui sont apparus partout, et soi-disant que c'était pour aider l'utilisateur à contrôler finement ses données, mais bon, quand il n'y a plus de... Tumblr, c'est le champion de toute catégorie, il y en a 350. À l'époque, il n'y avait pas de bouton tous sélectionnés, donc vous les fallait tous un par un. Moi, à mon avis, c'était plus pour décourager justement l'utilisateur de contrôler ses données. Et il y a aussi le fameux, je ne sais même pas comment appeler ce truc, les homepages n'existent plus. Voilà, c'est maintenant à la place, quand vous arrivez sur la première fois sur un site, vous voyez ça. Donc, est-ce que ça a été l'apocalypse annoncé? Putain, je suis méga à la bourre, je vais déborder un peu, je suis désolé. Financièrement, c'est pas le cas non plus. Donc là, c'est la courbe de croissance de Criteo en bourse. Bon, on voit que juste près post-RGPD, c'était plutôt pas mal. Après, ça s'est cassé la gueule au mois d'août pour d'autres raisons. Alphabet, voilà, ça tourne. Et Facebook, il s'est chié dessus à plusieurs reprises, donc du coup, maintenant, il est un peu dans le caca. La CNIL, elle, qu'est-ce qu'elle en dit? La CNIL, c'est celle qui chapeaute un peu le RGPD en France. Elle dit que depuis le 25 mai, il y a eu 3 millions de visites sur son site, 13 visites par minute, plus 84% de visites sur leur foire aux questions, qu'elle a reçu 742 plaintes pour violation de données, ce qui représente 4,8 plaintes par jour et 34 millions de comptes, ce qui fait 50% de la population française, je vous invite à réfléchir, que ça concernait la confidentialité des données, pour 93% de ces plaintes, que 65% de ces violations de données sont d'origine malveillante, que 45% d'augmentation a été constatée sur le support téléphonique, et qu'il y a eu 64% de plaintes supplémentaires déposées, soit à peu près une par heure, sur ces 153 jours. Et à l'échelle européenne, on en est à 200 plaintes transfrontalières, donc il faut intervenir plusieurs pays de l'Europe, soit à peu près une par jour. Ça cause l'air de rien. Google, Twitter, LinkedIn, Apple et Amazon et Facebook sont aussi l'objet d'une plainte conjointe, notamment par la Quadrature du Net déjà évoquée. Et malgré cela, le RGPD n'est pas rentré vraiment en action actuellement. Pour l'instant, il y a eu 0 mesure vraiment violente due au RGPD. La seule chose qui a été faite officiellement à ce jour à cause du RGPD en France, c'est une mise en demeure de ces 2 startups pour être plus transparentes par rapport à l'utilisation qu'ils font des données de leurs utilisateurs. C'est tout. Par contre, la CNIL a dit qu'à Noël, notre petit chevalier allait mettre son petit pompon rouge et jouer au Père Noël pour aller déposer des cadeaux sous le sapin qui ne vont pas forcément faire plaisir à tout le monde. Alors, ma recommandation, si vous ne voulez pas voir un chevalier débarquer chez vous pour vous dire ce genre de choses, si vous ne voulez pas dépenser du pognon dans une amende un petit peu exorbitante ou au pire, voir votre service faire shutdown, traitez les données personnelles comme de la matière radioactive. Si vous ne savez pas la ramasser, vous ne la ramassez pas. Si vous ne savez pas la stocker, vous ne la stockez pas. Si vous ne savez pas la détruire, vous la ramassez pas. C'était très simple. Parce que, bon gré mal gré, si vous ne l'avez pas compris avec cette presse, le RGPD est en application, il est utilisé par les citoyens, il est soutenu par les citoyens et va bien falloir faire avec. Merci.